Après 15 ans à élever ma fille seule, elle s'est mariée sans m'inviter. Son mari ne voulait pas de gens pathétiques. Elle m'a rejeté, me traitant de contrôlant. Quand son monde s'est écroulé, elle est revenue en rampant. Mais il était trop tard. Je m'appelle Didier, j'ai 55 ans, et il y a 15 ans, mon monde entier a basculé lorsque ma femme Sophie est décédée dans un accident de voiture. Une seconde, elle rentrait du travail en voiture. La seconde d'après, j'étais dans le couloir d'un hôpital à fixer un drap blanc recouvrant son corps. Ma fille Émilie avait 11 ans à l'époque. Elle n'a pas tout à fait compris cette nuit-là, mais moi si. J'ai su à partir de ce moment que je n'avais qu'une seule mission. Élever cette petite fille correctement. Peu importe ce qu'il en coûterait. Les premières années après la mort de Sophie ont été rudes. Je travaillais la journée, je rentrais à la maison, je préparais le dîner, j'aidais Émilie avec ses devoirs, et je trouvais encore le temps de m'asseoir près de son lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Certaines nuits, j'étais si fatigué que je m'assoupissais sur sa chaise, encore en chemise de travail. Mais chaque fois qu'elle souriait, tout cela en valait la peine. Elle ressemblait de plus en plus à sa mère chaque année. Les mêmes yeux marron foncé, la même force tranquille dans sa voix. Parfois, elle entrait dans une pièce et pendant une demi-seconde, j'aurais juré que c'était Sophie qui était là. Émilie était tout pour moi. Ma raison de me lever chaque jour. Ma fierté, ma joie. Je l'ai poussée, mais jamais de manière cruelle. Je voulais qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Je lui disais, si tu as un cerveau, serre-t'en. Ne gaspille pas ta vie à essayer d'impressionner des idiots. C'est peut-être ça qui l'a rendue forte. Elle a toujours visé haut. Je voulais qu'elle soit médecin ou dentiste, quelque chose de solide, de respecté, et elle l'a fait. Elle a été diplômée major de sa promotion de la faculté d'odontologie. Je me souviens encore d'être assis dans cet auditorium, entouré d'autres parents fiers, applaudissant si fort que mes mains en étaient endolories. Quand ils ont appelé son nom, Docteur Émilie Dubois. J'ai senti ma poitrine sur le point d'exploser. Ce soir-là, elle a posté une photo de nous deux en train de nous serrer dans les bras sur Facebook. Sa légende disait « Je n'aurais pas pu y arriver sans mon père ». J'ai lu cette phrase environ 50 fois. J'en ai fait une capture d'écran. Ce moment représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Chaque nuit de travail, chaque sacrifice, chaque anniversaire solitaire, tout cela avait enfin un sens. Quelques mois après son diplôme, j'ai décidé de faire quelque chose de grand pour elle. J'avais économisé pendant des années, pensant peut-être prendre une retraite anticipée ou acheter un petit chalet au bord d'un lac. Au lieu de cela, je lui ai acheté une maison, une belle propriété de 3 chambres, d'une valeur de 220 000 €, payée intégralement et à mon nom. Je lui ai dit que c'était son coup de pouce, son filet de sécurité, pour que tu n'aies jamais à te soucier du loyer, lui ai-je dit. Elle a pleuré quand je lui ai donné les clés, m'a serré fort dans ses bras. Ce soir-là, nous avons dîné dans son salon vide, des boîtes de pizza sur le sol, et elle n'arrêtait pas de dire « Tu es le meilleur père du monde ». Je n'oublierai jamais ça. La première année, tout semblait parfait. Elle m'appelait presque tous les jours. Nous dînions ensemble le week-end, regardions des films comme avant, rions de bêtises. Elle me parlait de ses nouveaux patients, de ses collègues, de sa vie et des tracas liés au lancement de son propre cabinet. Je sentais que Sophie aurait été fière, que j'avais bien agi pour elle deux. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer, lentement, silencieusement. Au début, c'était de petites choses. Elle annulait des dîners à la dernière minute. Les SMS se sont faits plus courts. Les appels plus rares. Elle disait souvent qu'elle était occupée. J'ai mis ça sur le compte de l'adaptation à la vie d'adulte. Mais quand elle venait, ce n'était plus pareil. Elle regardait mon appartement comme si elle n'y avait plus sa place. Quand je lui posais des questions sur son travail, elle donnait des réponses évasives, plus polies que chaleureuses. Une fois, j'ai mentionné à quel point elle me rappelait sa mère. Même voix, mêmes yeux. Elle s'est raidie. A changé de sujet. Ça m'a fait plus mal que prévu. Je me souviens d'être assis dans ma camionnette devant sa maison un après-midi, pour y déposer des affaires qu'elle avait laissées chez moi. Elle n'est même pas sortie, me disant juste de les laisser près de la porte. Elle était au téléphone. Je suis resté assis là 1 minute, à regarder la maison que j'avais achetée pour elle, pensant à quel point il était étrange d'avoir besoin d'une permission pour lui rendre visite. Quelque chose n'allait pas. La chaleur, la connexion.
Tout semblait s'estomper petit à petit. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais tard le soir, quand la maison devenait silencieuse, je m'asseyais là, à regarder les vieilles photos sur la cheminée, nous trois souriants, la main de Sophie sur l'épaule d'Émilie, et je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment que je la perdais, elle aussi. Je me suis dit que ce n'était qu'une phase. Elle était occupée, adulte maintenant, vivant sa propre vie. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Quelque chose entre nous était en train de changer. Et pour la première fois en 15 ans, je n'avais aucune idée de comment arranger les choses. Émilie venait de moins en moins. Les dîners hebdomadaires sont devenus mensuels, puis tous les quelques mois, jusqu'à cesser complètement. Quand elle venait, j'avais l'impression qu'elle me faisait une faveur. Elle s'asseyait à table, faisant défiler son téléphone, m'écoutant à moitié pendant que je parlais. Je me souviens d'une nuit, aussi clairement qu'hier. J'avais préparé son plat préféré, du poulet rôti avec de la purée. La même recette que sa mère faisait. Elle est venue, s'est assise, a regardé l'assiette et a dit « Tu as mis trop de sel ». Puis elle a pris son téléphone et a commencé à taper pendant que j'essayais de lui parler d'un projet que je faisais à la maison. J'ai demandé « Ça va ? Tu es silencieuse ces derniers temps. » Elle a soupiré comme si je la dérangeais. « Papa, tu peux arrêter d'interpréter tout ? Tu rends toujours les petites choses dramatiques. » J'ai ri un peu, essayant de garder l'ambiance légère. « Je te parle juste, ma grande. Je ne te demande pas un rein. » Elle a levé les yeux au ciel en marmonnant trop sensible, puis est retournée à ses SMS. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle n'était pas seulement occupée. Elle était différente, froide, distante, et je ne savais pas qui elle devenait. J'ai essayé d'être patient. Je me suis dit qu'elle travaillait de longues heures, peut-être juste fatiguée. Mais les mois passaient et le fossé entre nous se creusait. Quand j'appelais, elle décrochait avec un « Salut papa, je suis en plein milieu de quelque chose. Je peux te rappeler plus tard ?» Ce « plus tard » n'arrivait jamais. Je passais parfois devant sa maison après le travail. Les lumières étaient allumées. Une voiture que je ne reconnaissais pas était garée dans l'allée. Une fois, j'ai pensé à frapper juste pour dire bonjour, mais quelque chose m'a arrêté. Je ne voulais pas être ce père qui ne sait pas lâcher prise. Puis ce mardi matin est arrivé, le jour où tout a changé. Il était environ 8 heures. J'étais à mon bureau, sirotant mon café, vérifiant mes emails. Puis, par habitude, j'ai ouvert Facebook. J'ai fait défiler pendant 1 minute. Des publications drôles, les photos de vacances d'un collègue, et puis mon estomac s'est noué. C'était là. Une photo d'Émilie en robe de mariée blanche, sur une plage, embrassant un type que j'avais rencontré 1 ou 2 fois. La légende disait, le plus beau jour de ma vie, mariée à mon âme sœur. Pendant 1 seconde, j'ai cru à une blague. J'ai cligné des yeux, rafraîchi la page. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mariée ? Comment ? Quand ? Avec qui ? Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai fixé l'écran, lisant les commentaires. Félicitations. Vous êtes magnifiques tous les deux. Je vous souhaite une vie de bonheur. Tous des inconnus. Pas une seule mention de moi. Je l'ai appelé, directement sur sa messagerie. J'ai rappelé encore et encore, 5 fois. À la 6e tentative, elle a finalement répondu. Papa, quoi ? Sa voix était irritée, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Quoi, ai-je répété. Tu t'es mariée, Émilie. Tu ne me l'as pas dit. Tu ne m'as pas invité ? Il y eut une pause, une longue pause. Puis elle a soupiré. Marc ne pensait pas que c'était une bonne idée. Ma poitrine s'est serrée. Marc, le type du dîner du cabinet l'année dernière. Oui, dit-elle platement. C'est mon mari maintenant. J'ai essayé de rester calme. Pourquoi ce ne serait pas une bonne idée d'avoir ton père à ton mariage ? Parce que tu en aurais fait une affaire personnelle, a-t-elle lancé. Tu fais toujours ça. Tu es manipulateur, papa. Tu ne supportes pas que je prenne des décisions sans toi. Je suis resté figé. Manipulateur. Émilie, j'ai soutenu chaque décision que tu as jamais prise. J'ai payé tes études, ta maison. Et voilà, m'a-t-elle coupé. Tu ramènes toujours ça sur le tapis.
Tu penses que l'argent signifie que tu me possèdes? Marc a dit que tu ferais ça. Je me suis adossé, fixant le mur. Marc a dit quoi? Que tu me ferais sentir coupable, que tu essaierais de t'attribuer le mérite de ma vie. Il a raison. Tu ne peux pas simplement me laisser être heureuse sans me rappeler ce que tu as fait pour moi. Émilie, dis-je doucement. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je voulais juste être là. Tu es ma fille. Marc ne veut pas de toi dans les parages, dit-elle, la voix plus froide maintenant. Il pense que tu es pathétique, toujours à essayer de tout contrôler. Et honnêtement, je suis un peu d'accord. La pièce est devenue silencieuse. Je ne pouvais même plus respirer. Pathétique? Ai-je répété, le mot sortant à peine. Tu penses vraiment ça de moi? Je pense que tu dois arrêter d'agir comme si ma vie tournait autour de toi, dit-elle. Je suis mariée maintenant. Je n'ai pas besoin que tu sois impliqué dans tout. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était nouée. Le téléphone semblait lourd dans ma main. Émilie, ai-je finalement dit. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je sais, dit-elle, presque avec dédain. Mais je ne te l'ai pas demandé. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, le téléphone collé à mon oreille même après que la ligne fut coupée. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Peut-être des minutes, peut-être une heure. Quand j'ai finalement posé le téléphone, mes mains tremblaient. J'entendais sa voix dans ma tête. Pathétique, manipulateur. Marc ne veut pas de toi dans les parages. Pendant 15 ans, elle avait été ma raison d'être. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque choix que j'ai fait, tout pour elle. Maintenant, elle était partie. Pas de la même manière que Sophie était partie. C'était pire, parce que cette fois, elle l'avait choisi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis, fixant mon téléphone, attendant qu'il sonne, espérant qu'elle appellerait pour dire que tout était une erreur. Elle ne l'a pas fait. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas rester là à me demander ce qui s'était passé. J'allais lui parler en personne. Le trajet jusqu'à chez elle m'a paru plus long que d'habitude. Chaque feu de circulation et chaque panneau stop se confondaient. Je me suis souvenu de la première fois que nous avons acheté la maison, comment elle avait choisi la couleur des volets, à quel point elle avait l'air fière devant le panneau vendu. Je lui avais dit, cette maison est à toi, mais n'oublie pas que mon nom est sur les papiers jusqu'à ce que tu sois prête. Ces mots me semblaient étranges maintenant. Quand je suis arrivé, sa voiture était garée devant. Il y avait encore des décorations de mariage suspendues à la rampe du Porsche, comme si la fête venait de se terminer. Mon estomac s'est noué. Je suis sorti de ma camionnette, j'ai remonté l'allée et j'ai sonné. C'était bizarre, frapper à une porte dont j'étais techniquement propriétaire, la porte de ma propre fille. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte. Marc se tenait là, pieds nus, avec un sourire suffisant comme s'il m'attendait. « Oh, c'est toi ?» dit-il en s'appuyant contre le cadre. « Je ne m'attendais pas à ce que tu passes à l'improviste. »« Je dois parler à ma fille, dis-je en gardant un ton calme. » Il haussa les épaules. « Elle est occupée. Elle n'a probablement pas envie de te voir après hier. »« Bouge, dis-je en avançant. » Il a souri. « Détends-toi, mec. Émilie n'est plus une petite fille. Tu dois arrêter de la couver. Laisse-la vivre sa vie. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je ne suis pas là pour tes conseils. » Il a ri sous cape. « C'est ton problème. Tu penses qu'être son père te donne le contrôle pour toujours. » Elle m'a raconté comment tu la culpabilises, comment tu la fais se sentir mal de grandir. J'ai serré la mâchoire. « Tu ne sais rien de ce que j'ai fait pour elle. » Il a croisé les bras. « Bien sûr que si. Tu lui as acheté une maison, n'est-ce pas? Et maintenant tu penses qu'elle te doit quelque chose. Ça ressemble à de la manipulation pour moi. » Avant que je puisse répondre, Émilie est apparue derrière lui. Elle portait une robe de chambre. La voir m'a frappé. Puis son expression s'est durcie. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-elle, la voix froide. « Je suis venu te parler. Tu t'es marié sans me le dire. Je pense que je mérite au moins une explication. » Elle croisa les bras. « On a déjà parlé au téléphone. »« Non, dis-je fermement. Tu m'as insulté au téléphone.
Ce n'est pas la même chose. Marc a gloussé et je lui ai lancé un regard noir. Ça ne te concerne pas, Marc. Je parle à ma fille. Il a haussé les sourcils. Tout ce qui concerne Émilie me concerne maintenant. Je suis son mari. Émilie s'est rapprochée de lui comme si elle avait besoin de renfort. Papa, arrête de lui parler comme ça. J'ai regardé entre eux, essayant de comprendre ce que je voyais. C'est vraiment ça que tu veux, Émilie? Un homme qui manque de respect à ton père dans sa propre maison. Elle secoua la tête. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu m'as toujours traité comme si j'étais encore cette gamine de 11 ans qui avait besoin de toi pour tout. Je ne suis plus elle, et je ne suis pas maman non plus. Cette dernière partie m'a frappé comme une brique. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu as essayé de la remplacer par moi depuis sa mort. C'est malsain, papa. Tu dois arrêter. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. Tu penses que je te vois comme ta mère, dis-je lentement. Tu penses que j'ai passé 15 ans à m'épuiser au travail parce que je voulais une remplaçante? Je l'ai fait parce que tu es ma fille. Parce que je voulais que tu aies une belle vie. Marc a ri doucement. Tu vois, le voilà. Toujours à tout ramener à lui. Je me suis tourné vers lui. Tu sais ce que je vois quand je te regarde, Marc? Un homme qui ne pouvait pas construire sa propre vie, alors il s'est accroché à quelqu'un qui en avait déjà une. Son sourire suffisant s'est effacé. Tu dois partir. Sinon quoi, ai-je demandé. Tu vas m'y forcer? Il a fait un pas en avant, essayant de paraître dur. Ne me teste pas, le vieux. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste réagi. Mon poing a heurté sa mâchoire avant qu'il puisse dire un autre mot. Il a reculé dans l'embrasure de la porte, se tenant le visage, les yeux écarquillés. Papa! A crié Émilie. Marc s'est redressé, le visage rouge, le poing serré comme s'il voulait riposter, mais n'osait pas. Tu es fou, a-t-il craché. Émilie s'est précipitée vers lui, vérifiant son visage, me regardant comme si j'étais l'ennemi. Tu dois partir, papa, tout de suite. Je l'ai regardé, la poitrine serrée. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est lui que tu défends. Elle a de nouveau croisé les bras. Je défends mon mari. Tu n'as pas le droit de le traiter comme ça. Je l'ai fixé un instant. La femme que j'avais élevée, la petite fille qui courait vers moi après un cauchemar, et je ne la reconnaissais pas. Tu as changé, dis-je doucement. Et pas pour le mieux. Peut-être que j'ai enfin grandi, a-t-elle rétorqué. Marc a de nouveau souri, essuyant le sang de sa lèvre. On dirait que le manipulateur n'a pas supporté de perdre le contrôle. Je suis descendu du Porsche, j'ai jeté un dernier regard en arrière et j'ai dit, tu l'as peut-être trompé pour l'instant, Marc. Mais laisse faire le temps. Tu te prendras les pieds dans tes propres mensonges. Émilie a crié quelque chose derrière moi. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher vers ma camionnette. Quand j'ai démarré le moteur, mon reflet dans le rétroviseur me ressemblait à peine. Juste un homme qui avait passé la moitié de sa vie à construire quelque chose qui venait de voler en éclats devant lui. Je ne suis pas parti en colère. Je suis parti déçu, parce que la fille que j'avais élevée n'était plus dans cette embrasure de porte. Et je n'avais aucune idée si je la reverrais un jour. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assis à mon bureau dans le noir, fixant la lueur de l'écran d'ordinateur. Mes jointures étaient douloureuses, ma poitrine était vide et ma tête tournait. Je n'arrêtais pas de revoir son visage, ses mots, la facilité avec laquelle elle se tenait à côté de cet homme et me traitait de malsain. Je lui avais tout donné. Tout. Vers minuit, j'ai ouvert un bloc-notes et j'ai commencé à taper. Pas une lettre, juste une liste. Maison, assurance, voiture, téléphone, compte bancaire, ligne de crédit, couverture santé, tous les liens qui me rattachaient encore à Émilie. Il y en avait plus que je ne le pensais. J'ai parcouru chaque ligne, réalisant à quel point une grande partie de sa vie passait encore par moi. Impôt foncier, assurance auto, le prêt pour l'équipement de sa clinique, co-signé à mon nom. Chaque mois, j'avais discrètement couvert des choses qu'elle pensait probablement apparaître par magie. Quand j'ai terminé la liste, je me sentais calme. Trop calme. Comme si quelque chose en moi avait cessé de brûler et s'était transformé en pierre. Puis mon téléphone a vibré. C'était ma sœur, Carole.
J'ai hésité avant de décrocher. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais je me suis dit qu'elle avait peut-être entendu ce qui s'était passé et voulait prendre de mes nouvelles. Didier, a-t-elle commencé, sa voix douce, comme si elle marchait sur un champ de mine. J'ai parlé à Émilie aujourd'hui. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle m'a dit que tu t'es pointé chez elle. Que tu as frappé son mari, a dit Carole prudemment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai soupiré. Tu veux sa version ou la vérité? Je veux comprendre, a-t-elle dit. Elle est bouleversée. Elle dit que tu ne la laisses pas vivre sa vie. Je me suis adossé à ma chaise. Carole, j'ai élevé cette fille seule. J'ai payé ses études, sa maison, sa voiture, tout. Et l'homme qu'elle a épousé. Il la manipule. Tu aurais dû voir comment il lui parle. Comment il me traite comme si j'étais le problème. Il y eut une pause. Puis elle l'a dit. Peut-être qu'il n'a pas tort, Didier. Je suis resté figé. Quoi? Tu as toujours été protecteur, voire manipulateur. Je sais que tu l'aimes, mais peut-être que tu es allé trop loin. Elle est mariée maintenant. Tu ne peux pas continuer à diriger sa vie. J'ai ri amèrement. Diriger sa vie. Carole, je lui ai donné des bases solides. Je me suis assuré qu'elle n'ait jamais à lutter comme nous l'avons fait en grandissant. Tu appelles ça du contrôle? Elle a soupiré. Je dis juste. Peut-être qu'elle a besoin d'espace pour faire ses propres erreurs. Tu dois la laisser partir. Pendant un moment, je n'ai même pas su quoi dire. Ma propre sœur prenait le parti des gens qui venaient de m'humilier. La laisser partir, ai-je répété. Tu sais quoi, Carole? Tu as raison. Elle a semblé soulagée. Je suis contente que tu vois les choses comme ça. J'ai souri. Non, tu ne comprends pas. Je vais la laisser partir complètement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai de nouveau regardé la liste, mon curseur clignotant sur l'écran comme s'il attendait une commande. Ma main a bougé avant même que j'y pense. D'abord, le compte bancaire, un compte joint sur lequel je versais de l'argent depuis qu'elle était à l'université, environ 30 000 € maintenant. Je me suis connecté et j'ai transféré chaque centime sur mon épargne personnelle. Voir le solde tomber à zéro m'a donné un sentiment de finalité que je n'attendais pas. Ensuite, son assurance auto. Je l'avais gardée sous ma police pendant des années. J'ai appelé la compagnie, leur ai dit de retirer son nom immédiatement. Monsieur, si nous faisons ça, son véhicule ne sera plus couvert, a dit poliment le représentant. C'est l'idée, ai-je répondu et j'ai raccroché. Puis son assurance santé, la police individuelle que je payais depuis qu'elle avait fini ses études, son forfait téléphonique, sa carte de crédit de secours sur laquelle j'étais listé depuis qu'elle était étudiante. J'ai arrêté le prélèvement automatique que je couvrais chaque mois et je me suis retiré partout où j'étais le titulaire principal. Le prêt pour l'équipement de la clinique que j'avais co-signé devrait désormais lui être facturé directement. Au matin, le monde d'Émilie Dubois serait très différent. Quand je suis arrivé au dernier élément, la maison, j'ai fait une pause. Celui-là était douloureux. J'ai ouvert le classeur et j'ai sorti l'acte de propriété. Mon nom, bien lisible, figurait tout en haut. Je lui avais dit que nous le transférerions un jour, mais nous ne l'avons jamais fait. Je suppose qu'une partie de moi voulait sentir qu'elle avait encore besoin de moi. Plus maintenant. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Patricia, mon agent immobilier. Elle a répondu après 2 sonneries. Didier, ça fait un moment, dit-elle joyeusement. Que puis-je faire pour toi? Je dois mettre un bien en vente, ai-je dit. La maison de la rue des Saules. Il y eut une pause. Attends, la maison d'Émilie? Elle est toujours à mon nom, ai-je dit. Je la veux sur le marché immédiatement. Elle a hésité. Tu es sûr? Je pensais que c'était ton cadeau de diplôme pour elle. C'était, ai-je dit platement. Elle a dû entendre le ton de ma voix car elle n'a pas insisté. D'accord, je vais rédiger les documents et ils seront prêts demain. On devrait pouvoir la mettre en vente pour environ 250 000 € sur le marché actuel. Parfait, ai-je dit et j'ai raccroché. Je leur ai signifié leur congé par l'intermédiaire de Patricia. Ils sont restés pendant qu'elle était sur le marché, puis ils ont eu 30 jours pour quitter les lieux après la clôture de la vente. Ce n'était pas personnel. C'était des affaires maintenant.
Je suis resté assis là 1 minute, fixant la tasse de café vide sur mon bureau. J'aurais dû me sentir coupable, peut-être même le cœur brisé, mais au lieu de ça, je me sentais juste. Fini. Fini d'être le méchant dans son histoire. Fini d'être le portefeuille que tout le monde s'attendait à voir rester ouvert pour toujours. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois, un SMS d'Émilie. J'ai entendu dire que tu as parlé à tante Carole. Tu es fier de toi. Je n'ai pas répondu. Je ne lui devais plus ça. À la place, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de messages et j'ai tapé la seule chose qu'il me restait à dire. Tu as dit que tu voulais ton indépendance. Maintenant tu l'as. Prends soin de toi. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai éteint mon téléphone et je me suis adossé à ma chaise. Pour la première fois depuis des années, le silence dans ma maison ne semblait pas vide. Il semblait paisible. Cette paix a duré 2 jours. Le 3e matin, une enveloppe blanche est arrivée dans ma boîte aux lettres avec le cachet du tribunal d'instance. Je l'ai ouverte là, sur le porche. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques. Marc avait déposé une plainte pour harcèlement contre moi. Agression physique ayant entraîné une détresse émotionnelle. Il avait même joint des photos de sa mâchoire meurtrie. J'ai ri en lisant ça. Le type avait reçu un coup de poing pour m'avoir bousculé et voulait maintenant jouer la victime. J'ai appelé le numéro indiqué pour le greffier en charge de la plainte. Il m'a dit que c'était une plainte au civil, pas au pénal. Il cherche de l'argent, a dit clairement le greffier. Vous pouvez régler à l'amiable ou aller au tribunal. J'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Mais ce soir-là, vers 19 h, j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Les phares ont balayé ma fenêtre. J'ai regardé, la voiture d'Émilie, et juste à côté d'elle, Marc sortant avec son air suffisant habituel, un dossier à la main. Je n'ai pas bougé au début. Une partie de moi voulait les laisser dehors dans le froid, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Émilie a parlé la première, son ton était répété. « Papa, on peut parler ?» « Ça dépend de quoi ?» ai-je dit en croisant les bras. Marc s'est légèrement avancé, feignant le calme. « Nous ne voulons pas que ça dégénère, Didier. Je pense que nous pouvons tous être des adultes ici. » Je l'ai regardé. « Tu as déposé une plainte pour harcèlement contre moi, et tu es sur mon porche à demander une conversation d'adulte. » Il a souri de ce faux sourire de pacificateur. « Écoute, les émotions étaient vives. Je comprends. Tu étais bouleversé. Tu m'as frappé, mais on peut passer à autre chose. » Il a ouvert le dossier et en a sorti un papier. « Tout ce que je demande, c'est une compensation. Un chiffre juste pour mettre ça derrière nous. » Émilie avait l'air nerveuse, regardant de l'un à l'autre. « On ne veut pas faire traîner ça, papa. Marc veut juste tourner la page. » Tourner la page, ai-je répété, laissant le mot en suspens. « Et quel est le prix de cette page tournée ?» Marc a retourné le papier. 2000 €. Ça couvre les frais médicaux et le préjudice moral. Tu paies, on retire la plainte. Je l'ai juste regardé, silencieux. Mon visage ne laissait rien paraître. À l'intérieur, ma patience s'amenuisait. Émilie, elle, ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai dit doucement, « Vous avez répété ça, tous les deux. » Marc s'est redressé. « J'essaie de gérer ça en adulte, Didier. Tu ne veux pas d'une audience au tribunal. Les papiers sont prêts. Tu paies. On passe à autre chose. » Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. Puis j'ai hoché lentement la tête. « D'accord. » Émilie a cligné des yeux. « Attends, vraiment ? » « Bien sûr, » ai-je dit nonchalamment. « Si c'est ce qu'il faut pour que vous dormiez mieux la nuit, très bien. Donnez-moi une seconde. » Je me suis retourné et je suis rentré. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage restait calme. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti une enveloppe que je gardais pour les urgences. Quand je suis ressorti, ils avaient tous les deux l'air soulagés. Marc a même souri comme s'il venait de gagner. J'ai tenu l'enveloppe entre mes doigts. « Tenez », ai-je dit en m'approchant. Il a tendu la main pour la prendre, mais juste au moment où sa main s'est approchée, je l'ai laissé glisser de mes doigts. L'enveloppe a heurté le porche et a atterri près de ses chaussures. Le son était faible, mais il a frappé plus fort qu'un coup de poing.
Il a hésité, puis s'est penché et l'a ramassé avec le formulaire de décharge qu'il avait apporté. Je l'ai regardé le signer sur place, la mâchoire serrée, avant de lui tendre l'enveloppe. Émilie était figée, les yeux écarquillés. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, calmement et sèchement, vous vouliez me traiter comme une ordure. Voici votre paiement pour avoir fait un si bon travail. Marc n'a pas répondu. Il a juste fourré le papier signé dans le dossier et a quitté le Porsche, le visage rouge. Elle m'a regardé, la voix tremblante. Papa, tu n'étais pas obligé. Je l'ai coupé. Oh, si, j'étais obligé. Tu voulais ton indépendance, tu te souviens? Eh bien, l'indépendance a un coût. Tu as fait ton choix. Marc a ouvert la bouche, mais je me suis approché. Juste assez pour qu'il se sente à nouveau petit. Et Marc, ai-je dit d'un ton égal, tu déposes un autre papier, tu te pointes chez moi où tu prononces mon nom en public encore une fois, et je ferai en sorte que ton petit préjudice moral soit beaucoup plus physique la prochaine fois. Il n'a pas dit un mot, il m'a juste lancé un regard noir et a attrapé la main d'Émilie. Elle m'a regardé une dernière fois, les yeux pleins de honte. Puis ils ont quitté le Porsche, sont montés dans la voiture et sont partis sans se retourner. Je suis resté là jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent. La nuit était froide et silencieuse. Quand je suis finalement rentré, j'ai verrouillé la porte, je me suis adossé contre elle et j'ai expiré. Ma main tremblait, non pas de colère, mais de ce genre de finalité qui change quelque chose au plus profond de vous. Ils avaient essayé de faire de moi un chèque. Et je venais de leur montrer à quoi ça ressemblait quand l'argent s'épuisait. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'homme pathétique qu'ils disaient que j'étais. Je me sentais à nouveau moi-même. C'était enfin terminé. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Des mois ont passé après cette dernière confrontation. La plainte au tribunal a disparu. Marc l'a retirée. Peut-être que cette enveloppe pleine d'argent avait suffi à blesser son ego plus que le coup de poing ne l'avait jamais fait. Quoi qu'il en soit, le silence a suivi, et pour une fois, je l'ai accueilli. J'ai recommencé à me concentrer sur ma propre vie. Thérapie tous les mercredis à 17h. Jardinage le week-end. J'ai reconstruit l'abri de jardin, quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années. Ça faisait du bien de transpirer pour moi-même au lieu du confort de quelqu'un d'autre. De vieux amis à qui je n'avais pas parlé depuis une éternité ont commencé à me rappeler. On déjeunait ensemble, on partageait des histoires. J'ai arrêté de me sentir comme le triste veuf qui vivait pour sa fille. Pour la première fois depuis des années, je vivais pour moi. Puis cette soirée pluvieuse est arrivée. Il était tard, probablement près de 21h. J'étais en train de réparer une étagère quand je l'ai entendu. 3 coups faibles sur la porte. Lent, hésitant. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, je me suis figé. Émilie se tenait là, trempée par la pluie. Ses cheveux plaqués sur son visage, serrant son téléphone comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Elle avait l'air plus mince, trop mince. Ses joues étaient creusées. Ses yeux gonflés et rouges comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. « Papa » a-t-elle murmuré. Le mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne l'avais pas entendu m'appeler comme ça depuis qu'elle avait peut-être 14 ans. « S'il te plaît, on peut parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardée. La même fille que je portais autrefois sur mes épaules au parc, maintenant debout devant moi comme une étrangère suppliant d'entrer. Finalement, j'ai reculé. Entre. Elle est passée devant moi, laissant des gouttes de pluie sur le sol. La lumière du salon la faisait paraître encore plus petite. Elle s'est assise sur le bord du canapé, frissonnante, se tordant les mains. Je ne me suis pas assis tout de suite. Je suis resté là, les bras croisés. « Tu as une mine affreuse » ai-je dit sans détour. Elle a eu un petit rire brisé. « Oui, je sais. » Ses lèvres tremblaient. Ce qui s'est passé. Pendant une seconde, elle a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Puis les mots ont commencé à déferler, désordonnés, bruts. « Marc, il n'était pas celui que je pensais » a-t-elle commencé, la voix tremblante. « Après toi. Après que la maison a été vendue et que l'argent s'est arrêté, tout a changé. Il a commencé à me crier dessus tout le temps, me traitant de stupide d'avoir cru que tu continuerais à nous soutenir.
Il a dit que j'avais ruiné sa vie en n'obtenant pas le transfert de l'acte de propriété avant que tu te retires. Je suis resté silencieux, l'observant attentivement. Il contrôlait tout, a-t-elle poursuivi. À qui je parlais, où j'allais, ce que je dépensais. Il m'a fait supprimer mes réseaux sociaux. M'a dit que tu essayais de me manipuler. Que tu voulais que j'échoue sans toi pour que je revienne en rampant. Sa respiration s'est bloquée. Et je l'ai cru. Mon Dieu, je l'ai cru. Elle a essuyé ses yeux, sa voix se brisant à nouveau. Puis il a découvert qu'il n'y avait plus d'argent, plus de maison, plus rien à prendre pour lui. Il a complètement changé. A commencé à sortir sans me le dire, à ne plus rentrer à la maison. Il y a 2 semaines, j'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre, quelqu'un dont le père possède une chaîne de cliniques dentaires. Il a déménagé le lendemain. Les mots pesaient lourdement dans la pièce. La pluie tambourinait contre les fenêtres comme si elle écoutait. Je me suis assis en face d'elle, les coudes sur les genoux. Alors maintenant, tu es là. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas où d'autre aller. Tu avais raison sur lui, surtout. Elle a couvert son visage de ses mains. Et je t'ai traité comme un déchet. Je l'ai laissé déformer tout ce que tu as fait pour moi. J'ai dit des choses horribles. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin de dire que je suis désolé. Je me suis adossé, expirant lentement. Une partie de moi voulait crier, lui dire à quel point elle m'avait brisé, mais une autre partie la regardait simplement, la version brisée de la fille que je connaissais, et réalisait que la vie avait déjà crié pour moi. Elle a levé les yeux vers moi à travers ses larmes. Tu m'avais prévenu, papa, et je n'ai pas écouté. Entendre ce mot à nouveau, papa, m'a fait quelque chose. J'avais construit cette armure au cours des derniers mois, et ce simple mot l'a fissuré juste assez pour que ça pique. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Derrière moi, sa voix tremblait. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Je voulais juste que tu saches que. Je sais maintenant. Que tu n'as jamais été manipulateur. Que tu essayais de me protéger. Je ne me suis pas retourné tout de suite. Il t'a fallu du temps pour le comprendre. Je sais, a-t-elle murmuré. Je me déteste pour ça. Quand je me suis finalement retourné, elle pleurait toujours, les mains sur ses genoux, les épaules secouées. Je l'avais déjà vue pleurer, quand elle s'était cassé le bras à 8 ans, quand Sophie était morte, mais jamais comme ça. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la prise de conscience. Je me suis approché et je me suis assis à côté d'elle. Elle a levé les yeux, rouge. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas tendu la main. Je suis juste resté assis là. Après un long silence, j'ai dit doucement, tu as raison. Je t'avais prévenu. Elle a hoché lentement la tête. Et j'ai payé pour ne pas avoir écouté. Je l'ai regardé. Oui, tu as payé. Elle a reniflé, s'essuyant le visage avec sa manche. Je suis désolé, papa. Vraiment. J'ai pris une profonde inspiration, calme et contrôlée. Je sais que tu le es. Je suis resté silencieux parce que pour la première fois, ce n'était pas à moi de réparer les choses. C'était à elle. J'ai regardé cette femme adulte qui s'accrochait autrefois à ma main pour traverser la rue et j'ai su ce qu'il fallait dire. Émilie, ai-je commencé doucement. Je crois que tu es désolée. Vraiment. Elle a levé les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Mais je ne l'ai pas laissé confondre ça avec le pardon. Mais ça ne répare rien, ai-je poursuivi. Désolé ne reconstruit pas la confiance. Ça n'efface pas les choses que tu as dites. La façon dont tu m'as regardé comme si je n'étais rien. Ses lèvres tremblaient. Je sais, mais... J'ai levé légèrement la main. Laisse-moi finir. Elle a hoché la tête, les larmes revenant. Pour moi, ai-je dit, le pardon, ce ne sont pas des mots. C'est de la confiance. Et elle a disparu. Tu l'as brisée. Je ne sais pas si je la retrouverai un jour. Elle a pressé sa main contre sa poitrine. Alors, tu dis que tu ne me pardonneras jamais? Je dis que peut-être pas maintenant. Peut-être jamais. Je ne sais pas. Mais j'ai fini de prétendre que tout va bien juste parce que tu pleures. Les mots sont sortis fermes, stables.
pas cruelle, juste honnête. Ses épaules se sont affaissées alors qu'elle murmurait « Je le mérite ». Je me suis adossé, gardant ma voix égale. Tu dois reconstruire ta vie sans moi comme filet de sécurité. Pas d'argent, pas d'appel à l'aide. Pas de visite à chaque fois que les choses deviennent difficiles. Si tu veux un nouveau départ, alors commence-le comme le font les adultes, en te tenant sur tes propres jambes. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés et désespérés. Tu veux dire que tu coupes complètement les ponts avec moi? J'ai hoché la tête. Pour l'instant, oui. Je répondrai toujours si c'est une question de vie ou de mort, mais je ne te sauverai plus de tes propres choix. Tu veux prouver que tu as changé? Vis différemment, selon tes propres termes, pas les miens. Elle s'est mise à pleurer plus fort, secouant la tête. Je ne veux pas de ton argent. Je veux juste te retrouver. Je veux juste retrouver mon père. Ça m'a touché à un endroit que je ne pensais plus exister. J'ai dégluti, essayant de garder ma voix stable. Je suis toujours ton père, ai-je dit doucement. Je le serai toujours, mais l'amour ne signifie pas que je doive te laisser me blesser à nouveau. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Moi aussi, ai-je dit, mais ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je pouvais voir le reflet de son visage dans la vitre. Brisé, honteux, jeune à nouveau d'une certaine manière. Je me suis levé. Allez, viens, ai-je dit gentiment. Je vais te raccompagner. Elle a semblé surprise. Tu me renvoies. Je te laisse partir, les jeux corrigés. Elle a essuyé ses joues, hochant lentement la tête, et s'est levée. Ses chaussures ont grincé sur le parquet alors que nous marchions vers la porte. J'ai attrapé une serviette sur le porte-manteau et la lui ai tendue. Elle a souri faiblement à travers ses larmes. Tu t'inquiètes toujours pour moi, a-t-elle dit. J'ai fait un petit signe de tête. L'inquiétude ne s'arrête pas du jour au lendemain. Quand j'ai ouvert la porte, l'air froid s'est engouffré, transportant l'odeur du bitume mouillé. La pluie ne s'était pas complètement arrêtée. Elle tombait en fines nappes, régulières mais douces. Elle est sortie sur le porche et s'est retournée vers moi. Papa, dit-elle doucement. Je vais arranger les choses, même si ça prend des années. Je me suis forcé à rester immobile. Alors commence maintenant, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les larmes se mêlant à la pluie. Je t'aime. Je sais, ai-je dit doucement. Et ce sera toujours le cas. Elle s'est retournée et a descendu les marches. Sa silhouette a disparu dans l'obscurité, le son de ses pas s'estompant sous la pluie. Couper les ponts avec elle n'était pas une question de vengeance ou de fierté. C'était de la survie. Je ne pouvais pas continuer à être l'homme sur lequel tout le monde s'appuyait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Parfois, être parent, c'est tenir la main de son enfant. D'autres fois, c'est la lâcher, peu importe à quel point ça vous brise. Quelques mois plus tard, Émilie a commencé à reconstruire sa vie, petit à petit. Elle a trouvé un petit appartement plus près de son nouveau travail et a pris des heures supplémentaires pour rester occupée. Elle m'envoyait un message de temps en temps, pas de long texte, juste de courtes nouvelles. J'espère que tu vas bien, papa. Elle n'a jamais insisté pour avoir plus que ce que j'étais prêt à donner, et j'ai respecté ça. Parfois, elle passait, laissait un petit sac de courses sur mon porche et repartait avant même que je puisse la remercier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Je voyais qu'elle essayait de se débrouiller seule cette fois, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle le voulait. Pour la première fois, je ne voyais pas ma fille comme l'enfant que je devais protéger. Je la voyais comme une femme qui apprenait à se relever de ses propres erreurs.